Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ensemble pour cette nouvelle vidéo. C'est bien la quatrième édition de ces interviews confinées des pilotes du championnat de France de la montagne que vous pouvez retrouver, je vous le rappelle, sur le groupe des Mordus sur Facebook. Vous pourrez retrouver toutes les anciennes vidéos qui ont été réalisées ainsi que les prochaines. Mes invités de ce soir, vous les voyez, ils sont à l'écran. On a fait du familial ce soir. On est en compagnie de la famille Petit. Je vais commencer tout d'abord par celui qui a remporté le trophée Lionel Régal cette année au volant de sa Tatuus Formula Master. Il s'agit de Kevin Petit. Salut Kevin. Salut tout le monde, salut Pierre. Bon, j'espère que tu vas bien. Très bien. Je continue cette présentation avec celui qui est deux fois champion de France de la montagne. C'était en 2017 et en 2018. Il s'agit de Sébastien Petit. Salut Sébastien. Bonjour tout le monde, merci de nous accueillir sur ton plateau. Bonjour à Pierre et à tous les internautes qui nous regardent. Eh ben, c'est moi qui vous remercie tous les deux de vous accueillir sur mon plateau, salon, je ne sais pas comment on doit appeler ça, mais bon, c'est le principe de ces interviews confinées. Alors, la première question que je vais vous poser à tous les deux, comment ça va? Comment ça se passe pour vous le confinement? Sébastien, explique-nous un petit peu comment ça se passe pour toi. Eh ben, c'est pas facile parce qu'on est enfermé, les voitures sont prêtes, tout est prêt. On voulait vraiment aller sur les courses du championnat de France et du championnat d'Europe. Je crois que l'heure aujourd'hui, elle est vraiment plus grave que ça. Donc, le sport automobile passe en deuxième plan. Je pense à toutes les familles qui ont perdu un proche ou tous les soignants, les docteurs, etc., les hôpitaux qui sont bondés, et tout ce qui se passe aujourd'hui en France et dans le monde entier. Donc, ça aide à relativiser. On a la chance de bien se porter au niveau santé. OK, on est coincé à la maison, mais si c'est pour le bien de tout le monde et de tous nos proches, je crois qu'il faut prendre notre mal en patience et le sport automobile passe au deuxième plan. C'est clair, c'est frustrant, hein. On aurait tous aimé pouvoir démarrer cette saison 2020. Mais comme tu le dis, Seb, effectivement, bon, il y a des choses plus graves en ce moment et c'est sûr que pour l'instant, on va se contenter de la bonne santé. Kevin, comment ça se passe pour toi le confinement? Tu es où là en ce moment? Alors là, je suis chez mes parents, mais sinon, je passe mes journées en Alsace avec ma compagne. Après, le confinement se passe bien à titre personnel. Maintenant, c'est vrai qu'on essaye de penser un petit peu plus large que nous-mêmes et de penser à tous ceux qui souffrent de ça, qui bossent encore et qui prennent des risques. Donc, comme le dit mon frère, en effet, on a toujours les boules de ne pas pouvoir rouler, surtout que la saison aurait dû rouler. Enfin, commencer, là, on serait peut-être sur la route du col Saint-Pierre. Mais ça va au-delà de ça. Je pense que c'est quelque chose qu'on vit aujourd'hui, qu'on vivra, à mon avis, pas souvent. Donc, on prend notre mal en patience, on essaye d'être fort pour tout le monde, quoi. Bon, si ça peut vous rassurer les gars, alors c'était pas le cas il y a 2 semaines. Mais là, moi, quand je regarde par ma fenêtre, je suis à Montpellier, donc je suis pas très très loin du col Saint-Pierre. Il fait pas super beau, donc bon, Alors. si ça peut vous rassurer, voilà, on va peut-être s'éviter un week-end sous la flotte. C'est déjà ça de gagner. Alors, vous le savez, messieurs, le principe de ces interviews, c'est aussi bien que les internautes en apprennent un petit peu plus sur vous, qu'on reprenne un petit peu le fil de vos carrières respectives. Et bien l'idée, c'est justement que vous puissiez répondre à toutes mes questions. Je vais commencer par toi, Sébastien. Toi, tu es en course de côte depuis maintenant longtemps, depuis quasiment 20 ans. Sacré palmarès, on y reviendra bien évidemment. Tu as démarré en 2001, toi, en championnat de France de la montagne. Tu es rapidement devenu champion de France en F3, d'ailleurs. Et puis, c'était le début de l'histoire un petit peu, hein. Oui, alors j'avais même commencé avant, je crois, parce que j'avais commencé avec une Dallara jaune, une 394 ex-Daniel Allais, où je ne faisais pas tout le championnat, parce que je suivais mon père, qui lui, à l'époque, roulait sur toutes les épreuves du championnat, et on faisait les courses du coin. Mais en tout cas, j'ai des souvenirs de Dunière, par exemple, ou Beaujolais, ou Limonest, des courses du coin, où avec une Dallara 94 Bride de 24 à l'époque, on a fait nos premières armes en championnat de France. Alors moi, je me rappelle de toi, c'était effectivement tout petit peu plus tard. C'était avec ta F3 qui t'a justement conduit à de sacrés perfs en 2002. Alors moi, j'ai un souvenir vraiment très frappant à Bagnoles notamment chez moi, puisque Bagnoles en 2002, alors c'était une course un peu particulière avec des conditions météo assez terribles. Mais ce week-end-là, toi, tu réalises un sacré exploit quand même à l'époque parce que tu passes sur le podium scratch. Derrière Bruno Bazot et Bernard Chambéro. Et à l'époque, c'est la première fois qu'un pilote de F3 en championnat de France se place sur un podium scratch. Donc, j'imagine que ça, pour toi, ça devait être quand même un sacré moment, quoi.
Oui, surtout que la voiture arrivait tout juste de chez Signature parce que c'est une voiture qui avait fait Macao avec Jonathan Cochet. Donc, c'était une Dallara 99 avec Evolution 2001 avec un moteur Renault. Et la voiture arrivait tout juste de Macao. On n'avait pas roulé avec en circuit et me retrouver sous la pluie avec, ben, c'est vrai que je me suis senti tout de suite bien. Le tracé de Bagnols-Sabran permettait à une F3 de tirer son épingle du jeu. Et c'est vrai que finir sur le podium, c'était très, très bien. Et malheureusement, je n'ai pas eu le courage de faire ce que mon équipe et mon mécano Gilou m'avaient conseillé. On avait des pneus chauds dans un fourgon en bas au départ de la course. Et je pense à la dernière montée, si j'avais osé les slicks chauds, j'aurais pu aller encore un petit peu plus vite. Donc, c'est un très, très bon souvenir, quoi qu'il en soit. Et oui, en sachant qu'à l'époque, Bruno Bazzo, il fait un petit peu, enfin, il récupère la première place dans la dernière montée où les C'est conditions ça, étaient changeantes. Et Dieu c'est ça. sait ce qui aurait pu se passer si tu avais osé Voilà. le choix de pneus de Gilou. C'est ça. Et cette année-là, j'avais gagné aussi sous la pluie la course de côte de Mieuxy-Saumon dans le 74, où il y avait Bernard Degout, les Suisses comme Blaise Fischer, etc. Et c'est vrai que la F3, c'était un compromis, et c'est toujours, hein, je pense, un compromis génial pour les conditions un petit peu difficiles. Entre le poids et la puissance, ça permettait vraiment de s'éclater, quoi. Bah, en tout cas, c'était une super auto, celle que tu avais. Elle te conduira justement à terminer meilleur espoir à la fin de la saison. Et en C'est ça. 2003, tu bascules, tu changes de catégorie pour ouvrir une des, je dirais, pages les plus sympas de l'histoire de la montagne de ces années modernes. Parce que tu passes en CN avec la fameuse Ozella PA20S. À l'époque, je crois que tu reçois un soutien de la part d'Ozella aussi. Hein, donc, Oui, voilà, t'es un peu plus que pilote amateur et privé, quoi, je dirais. c'est ça. Alors, en 2003, j'ai eu une voiture ex-Irlando. Par contre, ce n'était pas un moteur Armaroli, le moteur avec lequel j'ai commencé, parce qu'on n'avait pas le budget. Donc, Ozella nous avait trouvé un moteur d'occasion. Et je crois que très rapidement, parce qu'à Chanaz, j'ai gagné ma première course au scratch face à Jean-Louis Neveu, je crois qu'il y avait, et Anthony. Et j'ai cassé le moteur. Il y avait aussi Francis Dozière qui roulait en CN. Donc, c'est ma première grande victoire avec un proto 3 litres. Et j'avais gagné Chanaz et cassé le moteur lors de la dernière montée. Et Monsieur Ozella et Armaroli en Italie, Monsieur Armaroli m'ont aidé à refaire un moteur. Et ensuite, on a pu faire une deuxième partie de championnat 2003 vraiment exceptionnelle, puisque je crois que depuis le Mont d'Or, j'avais gagné toutes les épreuves de fin de saison en groupe CN, ce qui m'a permis d'avoir un volant pilote officiel pour la France avec Ozella. Et on a fait une voiture neuve en 2004 où là, j'étais encore plus soutenu par Ozella, puisque j'avais même le sponsor de l'usine qui s'appelle Vassar qui m'avait aidé. Enfin, et pour moi, c'était vraiment exceptionnel puisque la voiture, il n'y avait rien à faire. Elle était mise au point par des pilotes officiels comme Fabio Danti, Pasquale Irlando, des gens comme ça. Et monter dans une voiture de ce calibre-là, pour moi, c'était à l'époque, j'avais 29 ans, c'était exceptionnel, quoi. Ouais, et puis je crois que c'est une des années où les CN sont allés les plus vite, quoi, parce que c'était le début de la Norma M20, et puis les Ozella, elles cartonnaient à fond. Moi, j'ai des C'est souvenirs, ça. voilà, c'était des autos exceptionnelles, quoi, avec des sonorités de dingue, je m'en rappelle encore. Donc, c'était une belle période. À partir de 2005, tu passes en 3000, du coup, tu récupères la Reynard de Gérard, de ton père. Bon, alors là, c'est une autre catégorie. Et 2006, notamment, tu passes aussi avec cette fameuse Formula Nippon qui, je crois, ça n'a pas été ta voiture favorite hein, de mémoire. Alors, vraiment, c'était des années difficiles parce que forcément, quand on est jeune, qu'on se met à gagner des courses, que tout le monde vous dit que vous êtes assez doué et que passer en Formule 3000, il va se passer des choses, ça va bien rouler. Et en fait, quand vous passez à la Formule 3000 et que vous n'avez pas l'expérience de metteur au point ou de toute l'expérience et tout le bagage technique qu'on peut avoir aujourd'hui, eh ben, c'est difficile parce que vous sortez d'une voiture d'usine comme l'Ozella où il n'y a rien à faire. Et au pire, si vous avez un souci, vous appelez Monsieur Ozella qui vous dit exactement au millimètre d'aileron près ce qu'il faut faire et ça fonctionne. Quand vous vous retrouvez avec une Formule 3000 et que la voiture ne fait pas ce que vous voulez et que vous faites deux, trois figures qui vous calment un petit peu, sachant qu'en course de côte, on n'a pas trop le droit à l'erreur, et ben c'est vrai que j'ai passé quelques années assez difficiles où il y a eu quelques victoires et quelques bons chronos. Mais en tout cas, pour être régulier sur un championnat comme l'était Lionel Régal ou Bernard Chambérault, bah, c'était pas possible pour moi
techniquement de suivre tout ce qu'ils avaient mis en place pendant des années. Et c'était des années très compliquées. Et la Nippon, effectivement, je pensais que c'était un bon choix, mais en fait, on s'est aperçu que la coque était cassée et elle ne réagissait pas au réglage. Donc, c'était 2 années de perdu, quoi. Et donc, tu rebascules quand même après, je dirais assez rapidement sur une 3000 conventionnelle, on va dire. Bon, malgré ce que tu dis, quand même, tu termines, je crois, vice-champion de France 2008, 2009 et même 2010 de mémoire. Donc, ça reste quand même, ça reste plutôt des très jolies performances. Et alors, il va se passer un truc au début des années 2010. Moi, c'est en toute honnêteté, on va se parler franchement. Une des plus belles autos, je pense, qui a été amenée en championnat de France de la montagne récemment, c'est une auto que tu as ramenée, c'est cette fameuse Lola B06 qui était juste magnifique. Bon, ça a été un petit peu compliqué pour tout un tas de raisons de la faire rouler, mais j'imagine que ça, c'était pareil, ça devait être une auto sensationnelle à piloter, quoi. Oui, disons qu'en termes de rapidité, je pense que comme elle avait moins d'effet de sol que les voitures, les anciennes voitures, et elle faisait 1,80 m de large au lieu de 2 mètres nos Renault, c'était une voiture qui euh, pouvait être légèrement inférieure en termes de performance. Par contre, en termes de beauté, de sécurité, de potentiel pièces et de suivi des voitures, je pense qu'on avait vraiment fait le bon choix avec le team, grâce à l'aide de Croise Europe et de la famille Schmitter. Et vraiment que la Fédé ait voulu arrêter les Formules 3000. Et on voit aujourd'hui que le plateau en monoplace, malheureusement, on n'a plus de Formule 3000 et de grosses monoplaces. C'est vrai que je le regrette. Peut-être qu'on aurait dû pousser un petit peu plus, nous pilotes, pour autoriser ces voitures en version Formule Nippon, c'est-à-dire avec le gros extracteur et tout. Et on aurait eu des voitures très sécurisantes parce qu'elles avaient fait le crash test F1 et tout. Et ça faisait vraiment des belles monoplaces, quoi. Avec des moteurs Formule 3000, on pouvait faire une catégorie monoplace en course de côte qui était mieux que ce que c'est devenu. Ah bah alors pour le coup tu prêches un converti, j'avoue, je suis pas un grand fan de DE2SC, je l'avoue, voilà, je l'admets, chers amis, je suis plus Formule 3000. Et c'est vrai que cette auto, voilà, on aurait aimé l'avoir comme d'ailleurs, bon c'est hors championnat de France, mais c'est vrai que la GP2 de David Hauser par exemple, voilà, c'est des autos sensationnelles. C'est vrai que ça avait complètement sa place Oui, en, oui. en côte, quoi. Mais ce n'est pas exclu que la Lola, vous ne la revoyez pas parce que je pense que dans l'évolution logique de Kevin, peut-être il faudra qu'on se penche sur ce projet-là parce qu'après la Formula Master, malheureusement aujourd'hui, les F3 modernes ont atteint un niveau de prix qui pour un jeune n'est pas accessible, hein. C'est très très difficile de monter dans ces prix-là, entre 150 et 200 000 euros. Donc je pense que comme j'ai toujours la Lola, peut-être on fera ce pas-là pour Kevin pour l'aider à évoluer. Alors ça, c'est une info intéressante. On en parlera tout à l'heure avec le principal intéressé qui a décroché un petit sourire quand même, hein, Seb. Hein, je ne sais pas si tu as vu, mais il n'a pas Non, l'air non, inintéressé quand je ne même. le vois pas, je ne le vois pas. Il n'a pas l'air tout à fait inintéressé. Bon, malgré tout, effectivement, bon, il y a eu cette frustration, on va dire, de ne pas pouvoir faire rouler comme il faut cette auto. Tu es un des premiers quand même à basculer en CN+. Hein, tu es un des premiers à justement franchir le pas. Pourquoi à ce moment-là, tu t'es lancé tout de suite dans le feu de l'action sur le CN+? Parce qu'on nous avait vendu la mariée plus belle qu'elle était, premièrement. Et deuxièmement, j'avais remonté une Reynard 95 avec laquelle j'avais gagné au col Saint-Pierre et en 2013 et tout, une voiture qui allait très vite. Mais malheureusement, les pièces étaient vieilles. Et à la Pommeraye, j'ai une pièce de suspension qui a cassé et je suis sorti. Et j'ai eu un autre problème à Abrège-Villers avant la Pommeraye et tout. Et en fait, la voiture, je me suis rendu compte qu'en termes de sécurité, ben, oui, c'était plus performant. C'est sûrement ce qu'il fallait à l'époque pour jouer le titre. Mais la Fédération française nous a fait comprendre que les 3000, ils n'en voulaient plus. Que quoi qu'il en soit, on allait régresser les performances des Formules 3000. Et quand j'ai sorti cette Reynard, on nous a enlevé le shift, on nous a baissé les tours à 8500 tours, on a fait tout un tas de choses. Du coup, le choix logique pour la suite, c'était de faire confiance à Norbert Santos et Guillaume Roux de chez Norma au niveau du châssis et à l'époque de faire confiance à Sodemo et Guillaume Maillard pour le moteur.
Et donc, bah voilà, c'était les débuts du CM+, donc ça a été un petit peu compliqué pour tout le monde, je crois, hein. Je connais pas un pilote qui a pas eu des difficultés pour rouler avec. Malgré tout, bon, tu as persévéré dans ce chemin-là, je dirais, avec le CM+. Et on va accélérer un petit peu dans ta Oui. carrière, mais on arrive justement à 2017, année, je dirais, pour le coup, qui te permet d'enfin conquérir cette première couronne nationale, puisque tu deviens champion de France de la montagne après beaucoup d'efforts et beaucoup de travail. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire, c'est que le CN+, la seule image que j'en garde au final, c'est qu'après beaucoup de changements, dont la libéralisation de l'électronique le fait de ne plus travailler avec Oreca m'a beaucoup arrangé là-dessus, nous a permis d'avoir une voiture qui était plus facile à conduire au niveau de la gestion de l'accélérateur. Et c'est vrai que gagner en 2017 avec cette voiture, me permet de dire aujourd'hui que le choix du CM+, c'était bien parce que ça m'a amené mon premier titre. Et ça, malgré toutes les souffrances, je ne peux pas ne pas garder ça dans mon cœur parce que cette voiture, elle m'a quand même amené la satisfaction d'avoir le premier titre de champion de France. C'est peut-être pas l'auto voilà, la plus fun à piloter que tu aies pu avoir ou la plus simple à gérer, mais bon, au moins, voilà, elle t'a permis d'arriver sur le toit de la montagne en France. Et donc en 2018, alors tu restes toujours un petit peu dans la même veine, mais tu décides de passer à la E2SC, donc une auto bah, radicalement plus performante, qui te permet, là encore, de devenir champion de France de la montagne. C'est ça, en fait, l'idée, c'est le CN+, on ne pouvait pas rouler à l'étranger avec. Donc, on avait une voiture obsolète. Et moi, après tant d'années de championnat de France, avec mes partenaires, et Croisière Europe, le nom veut tout dire, hein, c'était de se montrer un petit peu en Europe, de faire autre chose de ce qu'on avait fait depuis des années, depuis 20 ans ou 25 ans, même plus, parce que mon père faisait déjà le championnat de France avant. Donc, pour redonner un élan au team et également en termes de motivation pour moi, le fait de pouvoir aller me mesurer à des gens comme Merli, Fagioli, De Gasperi, Bormolini, des gens comme ça, Benest, des gens à l'étranger qu'on avait l'habitude de côtoyer que sur les manches du championnat d'Europe, ça m'a donné une deuxième motivation. Et malheureusement ou heureusement, le seul choix qu'on pouvait faire, c'était de s'orienter ou vers une E2SC ou vers une E2SS. Mais on savait qu'avec la Fédération française et avec l'aide de Jean-Marc Roger, on savait que sûrement les E2SC seraient homologués, mais pas les E2SS. Donc, en fait, comme on est fidèle à Norma également et à Nova Proto maintenant, qui est le nouveau nom du constructeur Norma pour la course de côte, on a décidé de faire un châssis E2SC sur la base d'une Norma avec toute l'équipe. Bon, et puis bien t'en as pris, voilà, parce que la voiture était plutôt performante et elle t'a permis donc de coiffer cette deuxième couronne. Alors, on va parler maintenant de 2019, puisque l'année dernière, tu avais fait un choix dès le départ qui était de te focaliser plutôt sur l'Europe, comme tu viens de le dire, au détriment du championnat de France. Alors, je ne vais pas revenir, bien évidemment, sur ce qui s'est passé à Falpera. On le sait tous, ça aurait pu se terminer différemment. Par contre, il y a un truc sur lequel je voudrais revenir. C'est une semaine après, on est une semaine après Falpera et cet accident. On est à la course de côte de Fito et toi, entre-temps, tu as eu le temps de repartir en France, d'aller chercher la 2 litres pour t'engager à Fito. Enfin, c'était quand même un sacré truc, mais on imagine que c'était quand même super important pour toi et pour le pilote que tu es et dans l'optique du championnat et de la Coupe d'Europe de te repointer au départ avec une auto, quoi. Oui, clairement, ce qui s'est passé à Falpera, c'est un incident de course. Il y a eu un problème technique. Par chance, je suis encore là pour en parler. La voiture avait beaucoup souffert. On avait fait un début de saison avec une voiture qui avait été élargie par Norma qui ne convenait pas ni à Fagioli ni à moi. Et c'est vrai qu'après le crash de Falpera, il fallait réagir parce que mon objectif depuis le début de la saison, c'était d'essayer de gagner la Coupe d'Europe et de continuer à apprendre les manches du championnat d'Europe. Donc, après Falpera, il fallait être à Fito. Et comme tu l'as dit, voilà, j'étais sur mes jambes, j'avais mal partout, j'étais en 1000 morceaux, mais il fallait y être. Des fois, les gens, quand ils doivent aller au travail, qui sont malades ils y sont. On voit aujourd'hui le corps médical, même si les gens ils sont fatigués, ils vont au travail. Donc nous, même si c'est une passion, pour moi, c'est avant tout aussi un travail et j'ai des contrats à respecter auprès de mes partenaires et des gens qui me soutiennent au niveau moral. Donc, je voulais absolument remonter dans une voiture au plus vite.
et essayer de défendre mes chances. Et donc là, ouais, tu ne pouvais pas y aller toi avec la CN+, parce que dans l'optique de la Coupe d'Europe, ça ne marchait pas. Tu n'avais pas Non, forcément de c'est ça. possibilités. Donc, il n'y avait que la 2 litres pour le coup. Et Et ça se passe plutôt voilà, très, très bien même. c'est où on abandonnait le projet de l'Europe et je revenais avec la 4 litres en championnat de France, puisque la voiture était prête. Ou alors, on montait dans une voiture plus petite, qui n'était pas facile en plus parce qu'il fallait enlever tous les appuis aéros pour rouler en Europe. Et on allait faire les courses d'Europe qui restaient. Je crois que j'ai roulé avec encore après à Ascoli en Italie et surtout à Trento Bondone en Italie également. Donc, ce n'était pas facile, mais je ne regrette pas du tout ce choix parce que ça nous a permis de rouler vite et surtout, le team, par son infrastructure, on a la chance d'avoir eu cette voiture à disposition. Il y a beaucoup de mes collègues et amis concurrents qui seraient restés à pied. Donc, je ne peux pas me plaindre d'avoir eu la chance de pouvoir monter dans une autre voiture tout de suite. Et puis, ça s'est bien passé, puisqu'au final, on va quand même le rappeler, malgré tout ce qui s'est passé, tu remportes quand même la Coupe d'Europe en 2019. Je tiens également à remercier toute l'équipe de Norma et aussi mes partenaires qui m'ont aidé à reconstruire la 3 litres durant la saison. Également, Norma qui a mis toute son équipe dessus. On leur a amené la voiture le lundi en montant chercher la 2 litres pour Fito, donc le lundi après Falpera. Et ils se sont mis dessus tout de suite pour nous donner une voiture pour pouvoir finir la Coupe d'Europe. Ce qui m'a permis de gagner également les courses de Lucchine ou de, je ne sais plus l'autre, Usteka 21, et qui m'a permis d'obtenir la Coupe d'Europe. Voilà. Je crois, parce que sûrement ce sera une question des internautes, ou en tout cas quelque chose qui se demande, je ne suis pas parti en championnat d'Europe pour éviter la confrontation avec qui que ce soit, mais avec le recul, les choses se sont bien faites, parce que je pense sincèrement, en ayant vu encore la caméra embarquée de Geoffrey ou celle de Damien Chambéraud à Champs-Rousse, que les moteurs turbo ont passé un cap en termes de performance et que quoi qu'il en soit, avec l'AE2SC et le moteur Mugen d'origine, on aurait eu un déficit de performance qui nous aurait permis de nous battre aux avant-postes, mais sûrement pas d'aller chercher le titre en France. Geoffrey était au-dessus du lot en 2019 en termes de performance et également en termes de pilotage. Et puis, je vais rajouter quand même que malgré tout, vu ton palmarès et vu ce que tu as fait en 2019, le programme est loin d'avoir quelque chose à envier, ça c'est certain. On va reparler de 2020 maintenant très rapidement. Bon, alors même si on le sait, la saison est pour l'instant en stand-by. Qu'est-ce que tu avais prévu toi, Seb, pour 2020? Je crois qu'il y avait une nouvelle auto dans les tuyaux. Alors, j'ai une nouvelle voiture, une voiture un petit peu inédite. Je peux vous en parler parce que c'est un secret pour personne. On a décidé avec l'équipe de Nova Proto et également EMAP, Arnaud Mounier et Séverine qui font les moteurs, de monter un moteur turbo, donc sur la base d'un moteur Honda. Et également, en termes de châssis, c'est quelque chose de tout à fait nouveau parce qu'on a monté une 4 roues motrices. Donc, voilà. On était parti dans cette optique parce qu'on pense que la puissance pour la passer au sol, 2 roues motrices avec un turbo et énormément de couple, c'est difficile. Donc, on va avoir un déficit de poids. Mais comme la FIA parle de mettre un peu plus de poids dans les voitures ou de, en tout cas, essayer de limiter la vitesse dans les virages, peut-être que de gagner en motricité et de pouvoir utiliser la puissance des moteurs différemment, c'est un choix et un pari osé sur l'avenir. Et je t'avoue que voilà, l'idée, c'était d'essayer de développer la voiture cette année pour être performant l'année prochaine. Ça met un petit peu de retard à notre programme, mais je te dis encore, grâce à nos partenaires et à Croisi Europe, Motul et Avon et tous les autres, on a pu monter le projet. La voiture est là. Maintenant, est-ce qu'on arrivera à la faire rouler? C'est une autre question. Bon, en tout cas, elle est au chaud, hein, Oui. elle attend. Mais c'est clair que voilà, ces fameuses 2SC 4 roues motrices, c'est une des sensations qu'on attendait de voir avec impatience. Et on espère la voir au plus tôt possible, quoi. Tu sais, à mon âge, moi, j'ai en tête les départs des Lancia S4 ou des 4 roues motrices. Et au moins, si je ne vais pas vite dans les virages, j'irai vite en ligne droite. J'accélérerai fort sur un départ, ça me fera plaisir. Voilà, c'est ça. Bon, nous, on ne connaît pas avec Kevin puisqu'on est un peu jeune. Hein. On est plus jeune que toi, Sébastien, tu nous en veux pas. Hein, mais c'est vrai qu'on n'a jamais vu en vrai, quoi.
Non, mais en tout cas, c'est certain que ça va être comment dire, une des grosses nouveautés, en tout cas, en course de Ouais. côte. On rappellera que vous êtes 3 ou 4 hein, à en avoir une de 4 motrices, parce que je crois que Alors, pour l'instant, il y en a une deuxième qui est commandée dans l'équipe Fagioli. voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a que 2 voitures au monde qui existent dans cette configuration-là. Mais je crois de source sûre que la coque de Damien Chambéro lui permettrait éventuellement de pouvoir faire l'évolution. Donc, je pense que si ça fonctionne, au moins rapidement, peut-être que Damien passera le cap. Et après, ben, on verra les autres, quoi. Bien sûr, bon, on verra ce que ça donne. Ça sera à suivre, j'espère, au plus vite. Voilà. Merci Merci. beaucoup, Sébastien, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions. Alors, je vais te mettre en muet, mais c'est pas que je veux pas t'entendre, hein, c'est qu'on va se focaliser maintenant sur eh bien ton petit frère qui est à nos côtés aussi, Kevin Petit. Donc, Kevin, toi, tu as démarré en 2016 en course de côte avec une Formule Renault qu'on appelle B, donc les Formules Renault ancienne génération, on va dire. Ça t'a permis de faire quelques perfs sympas parce que je crois que de mémoire, dès ta première saison, tu fais un bon classement à la classe à Dunière, Champs-Rousse, je crois que tu fais, hein, c'est ça? Alors, j'ai commencé en 2015 en louant une 2015, Formule pardon, Renault autant au pour Team moi. Craft. Donc, c'était la Formule Renault d'Antoine Betzel, qui était championne de France. Et ensuite, en 2016, j'ai fait l'acquisition de ma propre Formule Renault. Et là, en effet, j'ai suivi mon frère sur, je crois qu'il y avait 5 épreuves la première année. Euh, et là, j'ai commencé à réussir à faire des podiums de classe, mais c'était tout en apprenant. Bon, et en 2017, du coup, tu continues avec cette auto, tu t'engages pour ton premier championnat de France de la montagne. Tu démarres avec cette auto et je crois que tu finis la saison avec du coup la Formule Renault deuxième évolution, hein, c'est ça? Alors, en fait, non, j'ai fini l'année 2017 avec la Formule Renault que j'avais. J'ai terminé vice-champion, enfin vice-champion, j'ai fini deuxième du Challenge Open Formule Renault. Mais c'était l'époque où le Challenge avait une acquisition de points qui était assez particulière. Et je me suis battu contre quelqu'un qui était toujours 3-4 secondes derrière moi, mais qui a réussi quand même à être devant moi au championnat. Donc, j'avais vécu ça quand même comme une première saison qui était très, très intéressante. On avait fait des belles performances, les premières victoires de classe, des premiers records aussi de classe. Et puis, c'est à la fin de cette année-là que j'ai vendu la Formule Renault et que j'ai fait l'acquisition de la version 2013. Ouais, il me semblait que tu avais roulé avec en 2017, mais c'est ça, c'est que tu l'as acheté en fin de saison, donc j'avais ça en tête, c'est pour ça. Donc en 2018, là pour le coup, tu étais bien avec cette Formule Renault et bah, pour le coup, tu remportes le Challenge Open Formule Renault avec à son volant, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai fait presque 10 épreuves. J'ai réussi à remporter toutes les épreuves sur lesquelles j'étais engagé. Après, c'était une Formule Renault sur laquelle on a pu faire beaucoup de records, mais bon, faut pas le prendre au pied de la lettre puisque c'était une voiture qui était quand même plus performante que les anciennes Formule Renault. Donc forcément, on amenait quelque chose de nouveau. Donc sur quasiment toutes les épreuves, j'ai réussi à battre les records des Formule Renault. Donc bon, voilà, c'était quand même une saison qui était super intense. C'était en plus une saison où on roulait avec Julien Français et mon frère et toutes les courses, on les gagnait ensemble. On faisait les records tous les trois et c'était, je pense, ma plus belle année aujourd'hui puisque en termes d'émotion, de sentiments, c'était extra parce qu'on se sautait dans les bras tous les dimanches soirs parce qu'on avait gagné, parce qu'on avait fait des records. Donc c'est une année qui m'a laissé énormément de bons souvenirs. C'était une voiture qui était vraiment extra. Il n'y avait pas beaucoup de travail à faire dessus. Elle roulait toute seule, elle allait vite. Donc honnêtement, c'était une super année. Ouais, et puis on s'en souvient, c'est vrai que Julien, pardon, français, lui arrivait avec la 2 litres, avec la Norma, et il avait aussi fait une grosse saison. C'était carton plein pour le team Petit Croisière Europe. Pour Oh, le ça coup. pour nous, c'est clair. C'était une belle saison. Alors, fin 2018, tu décides en fait de changer de monture et ton choix se porte sur la Tatuus Formula Master. Il y en avait déjà quelques-unes. C'est vrai que c'est une auto qu'on voit de plus en plus en course de côte. Pourquoi tu t'es porté vers ce choix-là, toi? Alors, tout d'abord, pourquoi j'ai fait ça? Alors, la première année où cette voiture elle a été éligible, on a déjà réfléchi sur le fait de faire l'acquisition de cette auto ou pas. Et puis, au final, on s'est dit, attends, tu as fait 2 saisons en Formule Renault, honnêtement, tu n'as pas le niveau pour rouler avec une caisse comme ça. Donc, on s'est dit, non, c'est quoi le step entre les deux? Acheter une F3 qui serait incapable de faire des chronos, une vieille, ça valait pas le coup. On s'est dit, la Formule Renault,
la nouvelle, ça paraît être une super idée, on va se lancer là-dedans. Donc, j'ai pu beaucoup apprendre sur cette voiture, puisqu'elle avait les palettes au volant, puisqu'elle avait un châssis qui était très moderne. Donc, on a beaucoup appris au volant de cette voiture. Et puis, c'est vrai qu'à la fin de l'année, je me suis dit, bon, bah là, c'est l'heure de faire les choses différemment. Ça fait 3 ans que je roule en Formule Renault, j'ai fait le tour. Je pense que j'avais atteint quand même. J'étais assez à l'aise au volant de la dernière FR, donc je me suis dit, bon, bah maintenant, on va voir ce que ça donne au-dessus. Et le choix, ça pouvait être soit un Proto Norma, soit la Tatuus Formula Master, soit une F3. Donc déjà, les F3, j'étais pas trop chaud parce que je trouve que les tarifs des F3, maintenant, ils ont explosé et que pour avoir une voiture au niveau, il faut investir énormément. J'avais pas les moyens de le faire. Un proto, finalement, c'est un peu pareil. Maintenant qu'on a les nouveaux CN, c'est des prix qui sont bien au-dessus de ce qu'on peut voir habituellement. Et puis, bon, bah, finalement, cette Master, c'était une voiture qui avait bien performé avec Marcel Sapin la première année. On s'est dit, vu ce qu'on sait, vu ce qui est écrit sur le papier, c'est une voiture qui va nous permettre de pouvoir jouer gros, qui va peut-être nous permettre de jouer même le groupe et qui, en termes de budget, est presque 2 fois moins cher qu'une Norma neuve ou qu'une F3 actuelle. Donc, on s'est dit, on se lance là-dedans. C'est un super pari. En plus, c'est une voiture qui me fait vachement rêver. Elle a un côté très agressif. Elle fait un bruit de fou. Donc, on ne s'est pas posé la question très longtemps. On a vite foncé. Bon, et puis bien t'en as pris, puisque tu parlais du groupe, justement, et fin de saison 2019, tu remportes, du coup, eh bien, le groupe DE sur le trophée FFSA. Tu termines deuxième du Challenge Open en Formula Master. C'est vrai il y avait beaucoup de concurrence, mais c'est vrai que tu as fait certainement un choix intelligent que celui de cette Formula Master. Alors, toi, concrètement, sur le programme de 2020 qui était convenu initialement, tu partais sur quoi, toi, Kevin? Alors, j'étais parti sur l'intégralité du championnat de France, donc les 13 épreuves, et j'allais rejoindre mon frère sur quelques épreuves européennes, 3 ou 4, ça allait dépendre. Et donc, j'avais quand même un beau programme pour cette année. Bon, et puis je rebondis un petit peu sur ce que ton frère disait. Il nous a parlé de cette fameuse Lola, la B06. Bon, ça te tenterait, toi, de la piloter, cette auto? Comme je l'ai dit récemment, moi, j'ai toujours vu mon frère et mon père, quand j'étais gamin, rouler avec des autos comme ça, les F3000. Moi, les protos, ça m'intéressait pas trop. C'est pas que ça m'intéressait pas. Bien sûr que quand ils roulaient avec l'Ozella, ça me faisait rêver. Mais bon, là, j'avais quoi? J'avais 7-8 ans. Quand j'ai vraiment eu l'âge d'être passionné par le sport auto et d'y intéresser, mon frère, il gagnait en Formule 3000. Il faisait des records. Il se battait pour le titre de champion de France. C'était à l'époque où il y avait également Lionel Régal. euh, qui est très important pour moi. Et forcément, bah, je voyais quoi, ces voitures se battre pour la gagne et c'est ça qui m'a fait rêver. Donc forcément, j'ai toujours voulu rouler en F3000 quand j'étais petit. C'est pour ça que j'ai commencé par la Formule Renault. Après, malheureusement, la F3000, bah, elle s'est dissipée, on ne la voit plus en championnat de France. Mais honnêtement, faire un retour avec une voiture comme ça, pour moi, c'est un rêve. Donc après, c'est des discussions. On n'en est pas là. Pour l'instant, on va déjà se concentrer sur la saison 2020. Et de toute façon, ce n'est pas pour un proche avenir, mais c'est vrai qu'on en parle, que ça serait un truc de fou et que moi, ça me plairait vraiment beaucoup de pouvoir ramener une auto comme ça en championnat de France et de pouvoir me battre après en espérant qu'on en voit d'autres et qu'on puisse remettre un petit peu les F3000 au goût du jour sur le championnat de France. Bah, là, pour le coup, je pense que les puristes et les fans de course de côte ne diront pas non. Bon, Sébastien, tu as compris, hein, il faut peut-être commencer à préparer l'auto parce que Kevin, il va en avoir besoin. En tout cas, il a l'air chaud. Il a l'air chaud. Bon, merci beaucoup, Kevin, de t'être prêté au jeu de ces questions. Vous connaissez la suite hein, de l'émission. C'est la tradition de cette émission internationalement reconnue. C'est le quiz sport auto, course de côte. J'espère que vous avez révisé, les gars, parce qu'on va parler de différentes choses. Avant, mon frère est très mauvais perdant, donc volontairement, je vais le laisser gagner. je, je vous laisserai débattre à la fin de comment ça va se passer. Bon, on va commencer, messieurs, si vous êtes prêts, avec un pilote de course de côte que je vais vous demander de trouver. Je vais vous donner des indices, bien évidemment. C'est un garçon qui est un petit peu comme toi, Kevin, qui a commencé avec une Formule Renault. Il a commencé avec une Formule Renault en course de côte en 2007, très précisément. Okay. Et il a passé sa première saison avec cette auto. Il est passé à la Formule 3000 l'année d'après, avec une Lola, d'ailleurs, si ça vous parle. Billy Ritchen, exactement. Billy Ritchen, qui après est parti un petit peu de la course de côte. Il est allé faire du rallye. Il est revenu récemment en Formule 3. Et j'en profite pour le préciser, Billy Ritchen, qui sera avec nous à nos côtés dans une prochaine émission. Donc, restez connectés, bien évidemment, pour cette future interview. Deuxième question, messieurs. Donnez-moi le nom du champion de France de la montagne en 2000.
Bernard Chambéro. Ouais, Bernard Chambéro, bonne réponse de Seb. Bernard Chambéro qui a remporté là le premier de ses 5 titres de champion de France, le premier avec la F3000, bien évidemment. Troisième question. Si je vous parle d'une course de côte qui se déroule au mois d'août en Suisse, ça vous parle? Ça vous dit quelque chose? Les Rangers, voilà, exactement. Est-ce que vous êtes capable, messieurs, de me donner la vitesse moyenne de Simone Fagioli, le vainqueur en 2019? 188 quelque chose, je crois, ou 180. Seb, tu dis 188 ou 189 Ouais. 189, je crois. Non, 189. C'est moi qui l'ai dit le premier. Bon, va falloir se battre. C'est pas la bonne réponse. Hein. C'est pas tout à fait encore la bonne réponse. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Allez, deuxième tentative. Je vous laisse. 8 alors. Non plus. Seb? 107. Au-dessus de 190. Peut-être qu'il a passé les 190 avec Laurent. Alors, il n'a pas passé les 190, 187,8. Voilà, selon les chiffres officiels, avec un record en 1,39 530. Voilà. Je confonds avec Iliska. On a vu l'image de la caméra embarquée de Geoffrey et je crois que la vitesse moyenne est 188 quelque chose. Donc, j'ai dû confondre les deux. C'est possible, mais la caméra, elle est assez affolante. D'ailleurs, les vitesses sont assez dingues, pour le coup, c'est clair. Quatrième question. Que s'est-il passé, messieurs, à l'arrivée du Grand Prix de Formule 1 de Canada cette année? C'est quand Vettel a inversé les panneaux de position. J'entends derrière Seb, ça. J'entends le public qui donne les réponses quand même. Est-ce que je peux porter plainte? Axel, mon fils, qui m'aide. Mais lui, il connaît mieux que moi la F1. Mais c'est ça, en fait, je m'en souviens. Je sais pas que c'était au Canada, mais je me souviens de l'action. Ouais, c'est ça. Évidemment, l'accrochage, enfin pas l'accrochage, mais la petite sortie de Vettel qui lui vaut une pénalité après s'être abattu, et Vettel qui vient déplacer l'acquis de premier devant la place vide parce qu'il n'a même pas ramené la voiture. Bon, peut-être qu'entre vous, là, pour le coup, pour la réponse à cette question, vu qu'il y a polémique, il y aura peut-être… Pas de souci, on partage des points. Et je tiens à dire qu'en 2000, la première année du titre de Bernard Chambéro, c'est mon père qui avait fini vice-champion avec la Lucchini CM aussi. C'est vrai. Pour l'année. Voilà. C'est vrai, il faut le préciser. C'était une super auto d'ailleurs, elle était très sympa. Avec un bruit génial. Exactement, ouais. C'est clair, je m'en souviens aussi, c'était les belles années du CN, c'est clair. Dernière question, messieurs, on va essayer de trouver un tracé de course de côte. Alors, le premier indice, c'est que c'est un tracé d'une épreuve qui n'est plus en championnat de France de la montagne, qui a été en première division, qui n'est plus en première division en tout cas. C'est une course qui est assez rapide, hein, qui est plutôt très très rapide même, un tracé assez court. Non, c'est pas Boyeux-Saint-Jérôme. Je continue dans mes indices. Un tracé qui a vu d'ailleurs notamment la première victoire en F3000 de Lionel Réal. Ah, la Broc, Charmec. Exactement, la Broc-Charmec. C'est ça, la Broc-Charmec dans le Bas-Rhin, manche qui compte pour le championnat de France deuxième division maintenant, dont on attend un petit peu des nouvelles. On ne sait pas trop ce qui va se passer eu égard à la situation. Bah, merci beaucoup, messieurs. Bon, ça va, vous n'êtes pas trop mal sortis à cette interview. Hein, merci bien. On peut féliciter Axel quand même. Axel, tu peux passer dans la caméra parce que tu as quelques bonnes réponses. Et Axel devrait commencer cette année aussi avec une Formule Renault pour ton information. Voilà. Et ben voilà, écoute, la voiture est là aussi. Maintenant, il faut que ta casquette, Axel. Voilà. Ouais, Axel, on ne te voit pas bien, on voit que ta casquette, on ne t'a pas vu. Viens te présenter un petit peu. Et en tout cas, pour tous les internautes, restez chez vous jusqu'à la fin du confinement. C'est dur pour vous, c'est dur pour nous, mais c'est le seul moyen si vous voulez nous revoir en course assez rapidement. C'est clair, tu as tout à fait résumé le truc. Rester chez vous, c'est super important parce que c'est effectivement grâce à ça qu'on va pouvoir rester, pas rester, non, justement, se retrouver en course de côte le plus vite possible. Donc, il faut impérativement respecter cela. Le mot de la fin, messieurs, je vous laisse. Sébastien, si tu veux commencer, si tu as quelque chose à rajouter, vas-y, c'est à toi. Ben moi, j'ai une grosse pensée, comme je t'ai dit, pour tout le corps médical et tout ce qui se passe et les gens, les familles qui perdent un proche, etc. Mais j'ai aussi également une grosse pensée pour les entreprises qui nous aident. En premier lieu, Croise Europe et la famille Schmitter, parce qu'ils sont dans le tourisme et l'événementiel. Et aujourd'hui, je crois qu'ils sont vraiment très, 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 très touchés. Donc, je les remercie déjà pour tout ce qu'ils ont fait pour moi pendant toutes ces années. J'espère qu'on arrivera à continuer ensemble et je suis de tout cœur avec eux et vraiment, on est dans la même bagarre ensemble. Et voilà, donc
tous les sponsors ou tous les bénévoles, tous les gens qui aident le sport automobile et la course de côte aujourd'hui, les commissaires qui ne sont pas tout jeunes, les officiels, tous les petits artisans qui donnent un coup de main en termes de sponsoring aux organisations ou aux pilotes. Et ben voilà, le seul mot que j'ai pour tout ça, c'est serrez-vous les coudes, serrons-nous les coudes. L'hiver va vraiment pas être facile parce que cette année, on avait réuni les budgets pour arriver à rouler. Mais par contre, quand il va falloir retourner à la bagarre pour faire les prochaines courses ou les prochaines saisons, c'est là qu'on aura tous besoin les uns des autres. Et moi, voilà, la seule chose que je peux dire, c'est merci à tous ceux qui nous ont aidés. Et on est aussi là pour vous aider à remonter la pente et qu'on arrive à recréer une économie et une vie normale. Et puis, je me permets de souligner aussi, parce que tu parlais là de Croisier Europe et de la famille Schmitter, qui a fait quand même quelque chose de super bien là ces derniers temps, en mettant à disposition les bateaux sur lesquels on a l'habitude justement de faire la fête en fin d'année. Il faut le dire aux amis internautes. Les bateaux donc de Croisier Europe qui sont mis à disposition du personnel soignant. Donc, on félicite Christian et Philippe ainsi que toute l'équipe de Croisier Europe pour ce jeu. Ils sont dans une situation pas facile et malgré ça, on voit que c'est vraiment une famille au grand cœur, hein, tous. Lucas, Jordan, Anne-Marie, Patrick, je les cite tous. J'en oublie sûrement Déborah, Kim et Laura. Voilà, j'en oublie sûrement dans la famille, mais en tout cas, on voit que c'est vraiment des gens au grand cœur parce que croyez-moi, ils vivent une situation vraiment pas facile puisque la fermeture des frontières au niveau mondial fait en sorte qu'ils ne savent vraiment pas quand est-ce que ça va pouvoir redémarrer. Mais malgré tout, ils essayent d'aider encore les soignants et en tout cas d'aider un petit peu tout le monde pendant cette crise. Et voilà, ça montre à quel point c'est des gens de cœur. C'est clair, il faut vraiment le souligner. Kevin, le petit mot de la fin ? En premier lieu, j'aimerais quand même remercier également mes partenaires, tous autant qu'ils sont, parce que malgré la situation compliquée, ils continuent à prendre des nouvelles de moi, à me soutenir. Ils ne me lâchent pas. Donc, je pense que c'est vrai que malheureusement, le partenariat aujourd'hui, c'est la première dépense qu'on va enlever en cas de crise. J'ai la chance d'avoir tissé des liens avec eux et qui me permettent de les garder à mes côtés et de conserver la relation qu'on a. Donc, un grand merci pour ça. Même si je m'y attendais et ça mérite des remerciements. Après, je pense également à tous ceux qui sont sur le front aujourd'hui. Donc, je ne peux pas citer tous les cœurs de métier de peur d'en oublier, mais tout d'abord au personnel soignant, à tous ceux qui travaillent dans les supermarchés, aux électriciens, au personnel de maintenance qui sont obligés de continuer à travailler. Parce que s'ils étaient là, le pays ne tournerait plus et je pense qu'on serait tous pas bien. Donc, merci à tous ceux qui continuent à bosser malgré les conditions actuelles. Je pense aussi à tous ceux qui organisent des courses de côte. Donc, j'ai pu avoir 2-3 de ces personnes au téléphone et c'est vrai que c'est pas facile pour eux non plus puisque aujourd'hui, le bon maintien d'une épreuve, ça se fait pas en claquant des doigts. Il y a beaucoup de travail derrière et puis dès que tout est gâché comme ça, quelques semaines du départ, c'est compliqué pour eux. Donc, je pense fort à eux, à tous ceux qui gèrent les championnats, à tous ceux qui sont sur les courses pour nous aider, à tous les bénévoles. Donc, merci pour ce qu'ils ont fait et puis courage pour cette épreuve et vivement de tous pouvoir les retrouver. Moi, c'est l'heure de mon mot de la fin aussi. En tout cas, je vous remercie à tous les deux d'avoir été à mes côtés. C'était un vrai plaisir. Alors, je vous le rappelle, chers internautes, si vous voulez retrouver l'ensemble de nos interviews confinées ainsi que les prochaines, rendez-vous sur les groupes des Mordus de la course de côte sur Facebook. On est plus de 5000 membres à poster des anciennes photos, des vidéos, des caméras embarquées, etc. etc. C'est l'endroit parfait pour se confiner pendant le confinement, je dirais, si vous êtes fan de sport automobile. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de ces interviews. Merci à vous, merci les gars.